Hello tout le monde, ça fait un petit temps que sur ma chaîne Twitch, je propose des histoires creepy. Et hier, en discutant avec ma commu, tout le monde était pour le fait que je remette ces petites histoires sur YouTube. Donc, je vais vous proposer une série de plusieurs histoires creepy. Je vous mettrai la petite intro ici pour vous mettre dans le bain. Et puis après, je vous mets le morceau de chaque live. Ça sera fait en plusieurs volets, bien évidemment, parce que ça fait déjà au moins 2 mois, voire 3 mois qu'on a commencé le format. Ça vous permettra aussi de pouvoir voir les replays au cas où vous n'auriez pas pu être là. Et de tout simplement prendre plaisir avec ces petites histoires. Vous pouvez faire autre chose en écoutant. C'est aussi simple que cela. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter si le format vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée. Des bisous. L'histoire dont on va parler aujourd'hui se passe dans un métro. Enfin, la première en tout cas. Je retire ma manette. Encore à l'arrêt dans le noir, cette heure-ci. D'ordinaire, ça m'énerverait profondément. D'ordinaire, je pesterais et je maudirais la compagnie de transport. Mais pas aujourd'hui. Parce que je veux toujours tirer mon micro vers moi, mais il y a un câble qui le retient et qui coince. Voilà. Vous m'entendez toujours? Parce que ça fait bubuk. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me fait peur. Je crois que je suis le seul à l'avoir remarqué, car les autres sont encore assez agités par la situation. Je ne veux pas générer la panique, alors je ne dis rien. Je reste calme. J'espère qu'ils ne nous entendront pas. Oui, ok, ça va, merci. Je n'ai jamais aimé prendre le métro d'ordinaire. J'apprécie les transports en commun. On respecte la planète et on trouve son itinéraire a toujours et trouver son itinéraire a toujours été à mes yeux un jeu de piste plutôt qu'une corvée. Mais ce métro, je ne l'aimais pas. Il n'était pas accueillant. Des rames anciennes se mêlaient à des rames beaucoup plus récentes. Et bien évidemment, celles que je prenais étaient en général anciennes. Cela signifie qu'elles étaient sales, inconfortables et avec peu de place assise. La luminosité y était faible car les néons étaient toujours cassés, l'odeur y était désagréable. Voyager dans ce genre de transport n'est absolument pas confortable, c'est angoissant même, et on est vite pressé d'en sortir. Étonnamment, je n'avais pas de mal à dormir dans les transports en commun, quels qu'ils soient. J'ai toujours eu des problèmes de sommeil et dès que l'occasion se présente, je peux faire un petit somme. Ce métro, bien que peu attrayant, n'y faisait pas exception. J'y dormais de précieuses minutes supplémentaires qui me permettaient de tenir 8 heures derrière mon bureau sans somnoler. Au début, je pouvais dormir d'une traite, mais plus maintenant, depuis que les problèmes ont commencé à apparaître plus précisément. Si seulement je n'y avais pas prêté plus d'attention, peut-être que la situation serait différente à présent. Le métro avait de nombreux soucis de retard et marquait des pauses aux stations, mais les accélérations et les freinages ne m'empêchaient pas du tout de dormir, à l'exception parfois où le train s'interrompait net. Le freinage extrêmement brutal dans ces situations envoyait les voyageurs debout au sol et projetait ceux qui étaient assis les uns contre les autres. Le métro restait là, au milieu de nulle part pendant quelques secondes, à quelques minutes, parfois plus, puis repartait lentement, anormalement lentement même, jusqu'à la prochaine station.
Ça se produisait assez peu au début, mais c'était même très exceptionnel. Mais ça a commencé à arriver de plus en plus. Les gens ne s'en étonnaient même plus. Tout le monde avait pris l'habitude de s'accrocher fermement et tous poursuivaient leur activité sans se poser de questions, y compris moi. Quand je n'avais rien à dire, j'attendais juste le sommeil en regardant dehors. Bien sûr, il n'avait rien à voir, à part un tunnel qui défilait. Sauf ce soir-là. Je somnolais dans le métro quand le nouvel arrêt brusque s'est produit. En ouvrant les yeux pour regarder ce qui se passait, je me suis figée. Il y avait une silhouette humaine contre la paroi du tunnel. Si je n'avais pas eu la tête collée contre la fenêtre, je ne l'aurais pas vue. Je n'ai pas osé bouger, ni même regarder ailleurs. Impossible de voir clairement qui était sur les rails. Ma stupéfaction passée et mon rationnel revenu au galop, j'ai conclu qu'il devait s'agir d'un employé de la compagnie, descendu tout simplement pour vérifier quelque chose pendant notre arrêt. Le métro a fini par repartir, mais j'aurais juré qu'au moment du départ, la silhouette était toujours là. Bastien. Un autre soir, le métro s'est de nouveau arrêté brusquement et beaucoup plus violemment que d'habitude. Merci, Bastien. Au point que tout, sans exception, avait été projeté en avant, comme si le métro était rentré dans un tunnel. On était à ce moment-là dans une zone d'aiguillage. Les parois du tunnel étaient donc très éloignées et l'on pouvait voir plusieurs voies éclairées de chaque côté. Je regardais autour de moi et je l'ai vue à nouveau, une silhouette qui se détachait dans le néon de la paroi. Elle paraissait humaine, mais je me sentais vraiment mal à l'aise. Il s'agissait d'un ouvrier. Il était en train d'observer quelque chose. Il ne bougeait pas, il avait la tête penchée sur le côté. Tous les autres usagers n'avaient rien remarqué. Ils étaient tous plongés dans leur téléphone. Puis la silhouette, très maigre, s'est éloignée de la lumière. Alors qu'elle se fondait dans l'obscurité, un détail a attiré mon attention. Une autre lumière sur la paroi venait de s'éteindre. J'ai tourné mon regard vers la position approximative et un instant plus tard, elle était de retour. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle n'était pas vraiment éteinte, mais que quelque chose était passé, masquant la lumière, et que ça ne pouvait pas être la première silhouette que j'avais vue. D'ailleurs, à bien y regarder, je pouvais les voir se déplacer tous les deux. Distinctement, elles semblaient errer sans trop savoir où aller. Et et si ce n'étaient pas des ouvriers, ils n'avaient ni équipement, ni lumière. Que faisaient-ils là? Pouvait-il s'agir de squatteurs? Le métro a commencé à repartir, mais je ne pouvais pas détacher mon regard des corps que je voyais, alors que le train avançait lentement. Mes yeux se sont écarquillés. Il n'y avait pas que 2 silhouettes, il y en avait plus, peut-être 5. Coucou Ryan. Mais justement, je m'inquiétais. Je le disais à Stella. Je disais, tiens, y a pas de vous n'avez pas de nouvelles de Ryan? Parce que justement, je me demandais si tout allait bien. Les incidents et les métros arrêtés se multipliaient de plus en plus. J'essayais de ne plus regarder en dehors, car car ce que j'y voyais me laissait généralement des images que je ne pouvais sortir de ma tête. J'avais presque fini par m'habituer à cette situation et mon dégoût généralisé du métro s'est combiné à ma peur de ce qui se trouvait dans les tunnels. Mais du coup, vous ne me voyez pas avec cette truc-là. Oui, c'est ce que j'ai eu hier. D'autres événements se sont produits qui ne semblaient pas liés à tout ceci au début. Un matin, j'ai entendu aux informations qu'une autre station ne serait dorénavant plus desservie jusqu'à nouvel ordre. La raison
étaient les abords de cette station, proche d'une gare qui était mal famée. Attendez, je vais faire autre chose que ça parce que ça me dérange comme ça. Est-ce que vous entendez la musique? Parce que si vous entendez la musique, je laisse comme ça. D'autres événements se sont produits qui ne semblaient pas liés à tout ceci au début. Un matin, j'ai entendu aux informations qu'une grande station ne serait dorénavant plus desservie jusqu'à nouvel ordre. La raison était que les abords de ces stations proches d'une gare étaient mal famés. Des cas de maladies graves y avaient été également recensés. La station au départ, seulement évitée par les transports, a finalement été fermée. D'accord, ok, merci. Les images qu'on pouvait voir à la télévision étaient dérangeantes et semblaient venir d'un autre pays. Des silhouettes de secouristes, médecins, bénévoles, emmitouflés dans des combinaisons, arrivaient sur les lieux avec beaucoup de matériel. De quoi vacciner, soigner un maximum de personnes pour que la situation revienne à la normale. Et puis les nouvelles sont allées de plus en plus mal. Des corps avaient été retrouvés près de la station fermée, morts probablement de faim, mais certains présentaient des traces de morsures. Un matin, sans surprise, le métro avait de nouveau beaucoup de retard. La station à laquelle je l'attendais était très proche de la suivante, si bien qu'on pouvait la voir de là où je me trouvais. J'ai donc jeté un coup d'œil car le panneau d'affichage électronique semblait indiquer que le métro était bloqué juste avant. Et en effet, j'apercevais des phares, mais par intermittence. Quelque chose semblait danser devant, éteignant les phares de droite et de gauche alternativement. Et au bout de quelques secondes, j'ai compris ce que je regardais. Une silhouette, encore une autre, debout. Elle semblait aller vers le métro, mais elle s'arrêtait avant de pénétrer dans la lumière de l'autre station. Comment se faisait-il que personne ne voyait cette chose? Je ne pouvais rien dire, je ne pouvais rien faire, j'étais figée. Soudainement, la lumière des deux phares est réapparue et le métro s'est enfin avancé jusqu'à ma station. Machinalement, sans me poser de questions, je suis montée à bord, l'odeur y était toujours aussi dérangeante. Mais j'avais un mauvais pressentiment qui n'a pas tardé à se révéler fondé. Peu de temps après son départ, il y a eu un freinage plus brusque que ce que j'avais connu jusque-là, projetant au sol les usagers qui n'avaient pas eu le temps de s'asseoir. Après quelques minutes à l'arrêt, la lumière s'est éteinte. Personne n'a réagi. À peine quelques grognements chez ceux qui lisaient. Je me suis sentie renfoncée dans mon siège et je savais très bien ce qui rôdait dehors. Je savais que ça se déplaçait, mais tout était silencieux. On n'entendait rien dans la rame. Le conducteur attendait de faire une annonce, mais son micro ne portait plus. Il a dû sortir de sa cabine et crier pour tout le monde. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'arrêt pour une durée indéterminée. Nous subissons manifestement une coupure de courant généralisée. Merci de ne pas tenter de sortir du véhicule. Les techniciens devraient être en route bientôt. Mais je ne suis pas en mesure de les contacter sans électricité. D'ici là, merci de garder votre calme et au nom de la compagnie, veuillez accepter nos excuses pour ce désagrément. Puis il est retourné dans sa cabine et c'est là que j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de réseau. C'était probablement la raison pour laquelle il ne pouvait joindre personne. Il n'y avait ni courant pour la radio, ni réseau pour le téléphone. Ce qui m'effrayait le plus, c'était l'idée que les choses puissent l'avoir entendu parler. J'ai tenté de jeter un coup d'œil à l'extérieur et je ne voyais aucun néon allumé. Mais des halos lumineux réguliers semblaient indiquer que les choses se trouvaient devant. Un frisson glacé m'a parcouru le corps
Étaient-ils intelligents au point de cacher la lumière avec leur corps? Ou étaient-ils si nombreux qu'ils couvraient toutes les lumières? Je n'osais pas parler. Si quelqu'un remarquait quelque chose, ce serait la panique et nous serions perdus. Puis tout le monde a sursauté simultanément. Un grand bruit venait de se faire entendre, un bruit métallique qui s'est produit quelques secondes après, comme une porte en métal qui claquait. Puis des pas sur du béton, des pas cadencés, avançant à un rythme régulier. Le conducteur est ressorti de sa cabine et a ouvert une fenêtre pour crier quelque chose. Ah, vous êtes là enfin? Je n'y comprends rien. C'est comme si tout avait été coupé. J'espère que vous avez pris le... Il n'a pas fini sa phrase et bientôt il a commencé à hurler. Soudainement, des dizaines de lumières sont apparues dans la rame, autant d'applications, lampes, torches de téléphone qui s'allumaient en même temps. La scène que ces lumières révélaient était monstrueuse. Le chauffeur était tenu à la gorge parce qu'il semblait une main décharnée. Sa tête était tirée à l'extérieur du métro, tandis qu'il se débattait pour rester à l'intérieur. Tout le monde s'est mis à hurler, et les lumières de leur téléphone se sont mises à se déplacer dans tout le métro. Et là, j'ai cru m'évanouir. À chaque fenêtre se trouvaient de multiples visages, des visages au regard vide, émaciés, troués par endroits et révélant les os en dessous. Certains tentaient de mordre dans les vitres avec ce qui leur restait de dentition. D'autres jetaient ce qui restait de mains pour s'agripper et tenter de casser les vitres, probablement énervés par les lumières qui dansaient sur leur peau. Un craquement se fait entendre et les hurlements du chauffeur ont brutalement cessé. Son corps venait de retomber dans le métro, sans sa tête. D'autres hurlements se faisaient entendre tandis que les deux agents, sortis par un tunnel, se faisaient visiblement dévorer à entendre les bruits horribles de mastication, de chair gorgée de sang pressée par des mâchoires sans dents, de membres arrachés par des centaines de créatures affamées. Mais j'avais plus urgent à gérer. Je voyais de nombreux bras émerger de la fenêtre, laissée entr'ouverte par le conducteur. J'étais pétrifiée d'horreur et je savais que c'était la fin, que nous allions être tous dévorés par ces créatures monstrueuses. Bon appétit, Castor. Au même moment, un crissement se fait entendre. De longs doigts fins, gris marbrés, tentaient de passer par l'embrasure des portes du métro. Comme celui-ci était bondé d'usagers très proches des portes, ils ont essayé de reculer, horrifiés, alors que la fente de l'ouverture commençait à révéler un œil blanc, vide de vie. Puis nous avons tous été projetés au sol. Le métro repartait. Par quel miracle, impossible de dire. Il est très rapidement accéléré, rejetant autour de lui ces terribles créatures. Personne ne bougeait, tout le monde au sol avait les yeux fermés. Quand tout est redevenu silencieux, j'ai entrouvert les yeux, la lumière était revenue. Nous étions arrivés à la station suivante. Tout le monde s'est rué vers l'extérieur en hurlant. Aucun d'entre eux n'a pensé à vérifier qu'il ne restait aucune créature accrochée au métro. Mais comme personne ne semblait stoppé par quelque chose, je finis moi aussi par m'en sortir. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le métro suivant était arrivé à toute allure et avait poussé notre rame jusqu'à la station suivante. Son conducteur n'a pas tardé à sortir, salement amoché, et s'est effondré sur le sol. Tous avaient fui la station, mais j'étais figée par le choc. Assise sur le sol, je regardais au loin les visages traumatisants de ce qui venait de se passer, défilant devant mes yeux.
après quelques instants, en prenant progressivement conscience que, que j'étais sauvée, que tout était fini, mon cœur a manqué un battement. Là, à la sortie d'une aile, une main décharnée se tenait contre le mur et 2 yeux blancs me fixaient dans l'obscurité. Le temps de cligner les yeux et de comprendre ce que j'étais en train de voir, la main et les yeux ont disparu. Je sais que les compagnies de transport et le gouvernement feront tout pour étouffer l'affaire, mais je ne pouvais pas garder une telle chose pour moi. Mais si jamais vous devriez encore prendre le métro dans n'importe quelle ville et qu'il s'arrête brusquement, surtout ne bougez pas, ne faites aucun bruit et priez pour que la lumière reste allumée. Bon courage à ceux qui doivent prendre le métro. Si vous devez prendre le métro pour aller travailler, euh, comment vous dire? Celle-ci était sur le métro, crépi un peu. C'est des creepypastas après, hein. La suivante, c'est dans un train. Je vais tous vous les faire. Vous allez faire le métro et maintenant vous allez faire le train. Le titre est Le dernier train. C'était un soir comme les autres, pluvieux, morne, écrasant par le poids de sa routine. Je travaillais dans un restaurant. J'assurais le service du soir. C'était le seul établissement qui avait accepté de me prendre et étant donné mon absence de diplôme et mes expériences professionnelles inexistantes, je n'avais pas de luxe de choisir mes horaires. J'étais à la merci de mon patron. Je venais de finir de ranger et je m'apprêtais à partir, essayant de me sentir soulagée d'avoir terminé pour la journée. Ce travail était aussi vide de sens et de but que ma vie, et en dehors d'une profonde lassitude, je ne parvenais pas à ressentir quoi que ce soit d'autre, malheureusement. Avec un soupir, j'ai baissé le rideau de fer et verrouillé le cadenas avant de m'engager dans la rue sinistre et mal éclairée en direction de la gare. C'est ça. Il était presque 1 heure du matin. J'avais pris beaucoup de retard, beaucoup plus que prévu, à cause de ma collègue qui nous avait annoncé à la dernière minute qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas être là. Le dernier train était probablement parti depuis longtemps, mais ça ne m'a pas empêché de me diriger malgré tout vers la gare dans l'espoir de ne pas avoir à payer un taxi hors de prix avec mes maigres revenus. Perdue dans mes pensées, je n'avais pas remarqué que j'étais arrivée dans une partie de la rue qui n'était pas éclairée. Prenant soudainement conscience des ténèbres et du silence qui m'entouraient, mon cœur s'est accéléré. J'ai serré mon sac contre moi et je me suis hâtée dans la rue, l'air humide me collant à la peau et la flaque d'eau m'éclaboussant les mollets. Quand je suis enfin arrivée à la gare, elle était déserte. Il y avait quelque chose d'étrangement inquiétant dans le fait de voir cette immense gare conçue pour accueillir des centaines de personnes, vide de toute vie. Je crois bien que c'était la première fois que j'avais l'occasion de voir pareil spectacle et c'était très perturbant. Les allées désertes, les guichets vides donnaient l'impression de se remplir dès que je regardais ailleurs et dans le silence assourdissant, j'avais l'impression d'entendre un vague brouhaha de mouvements, ramenant de la vie qui grouillait contre ces murs enjournés. Pas très rassurée,
Je me dirigeais vers l'écran d'affichage le plus proche avant de m'apercevoir, une fois, à quelques mètres de lui, qu'il ne fonctionnait pas. C'était l'une des plus grandes gares de la ville et ces stupides écrans ne fonctionnaient qu'une fois sur deux. J'ai regardé de nouveau autour de moi. Cette peur vague et diffuse ne me quittait pas. J'ai décidé, sans grand espoir, d'aller directement au quai où s'arrêtait mon train habituel. Mes pas résonnaient autour de moi, assourdissant dans le silence, et à ma grande surprise, une fois arrivé au quai, j'ai vu qu'un train était stationné et l'écran qui fonctionnait cette fois indiquait départ imminent. J'ai jeté un coup d'œil au train. Toutes les portières étaient ouvertes et il n'y avait aucune lumière à l'intérieur. Elles étaient toutes éteintes. C'était sûrement une erreur d'affichage. Ce train n'allait nulle part. On aurait dit les trains stationnés au terminus pour la nuit. Dubitative, je me suis tout de même avancée vers l'une des portes pour voir s'il y avait du monde à l'intérieur. J'ai passé la tête dans la voiture, les sièges avaient l'air vides, mais j'avais du mal à voir à cause de l'obscurité qui y régnait. J'ai mis un pied à l'intérieur pour avoir une meilleure vue, et au même moment, le train a soudainement pris vie. Les lumières se sont allumées, le ronronnement du moteur s'est fait entendre, et la sonnerie indiquant la fermeture imminente des portes n'a pas tardé à suivre. Prise au dépourvu, j'ai sursauté à l'intérieur in extremis une fraction de seconde avant que les portes ne se referment. J'espère que je suis dans le bon train, j'ai pensé, en regardant la gare défiler à travers les vitres de la porte close. Je me suis tournée vers les sièges pour aller m'asseoir, mais ce que j'ai vu a failli m'arracher un cri de terreur. Le train était plein. Qu'est-ce que... Je ne comprenais pas ce que je voyais. D'où sortaient tous ces gens? Avant que les lumières s'allument, j'aurais juré que le train était vide. Mais à présent, tous les sièges étaient occupés. Il y avait des passagers aussi insolites les uns que les autres, formant une foule de gens qui donnaient l'impression de n'avoir rien à faire là, à bord du dernier train de la journée en destination d'une banlieue reculée. Il y avait un jeune homme plongé dans ses pensées qui regardait son reflet dans la vitre d'un air maussade, comme s'il portait tout le malheur du monde sur ses épaules. Il y avait également un couple d'un âge très avancé qui se tenait par la main, regardant avec curiosité autour d'eux, ainsi qu'un groupe de lycéens qui se disputaient plusieurs rangées derrière. Je suis restée figée devant les portes à observer cette scène improbable pendant tellement longtemps que l'attention des passagers s'est peu à peu dirigée vers moi. Les conversations se sont tues et les regards se sont fixés sur moi. Certains étonnés, d'autres affichant une hostilité masquée, et certains, ce qui m'a terrorisé au-delà de toute mesure, avaient un air indéfinissable, un mélange de rage et d'envie. Mon cœur battait tellement fort que dans ma poitrine, que j'étais persuadée que tout le monde l'entendait, mais je n'arrivais pas à bouger. Cette situation et leur réaction incompréhensible me terrifiaient au point de me paralyser. Mais je ne savais pas exactement pourquoi. Je sentais juste une menace, un danger, sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est qu'au moment où l'un des passagers à l'expression meurtrière, un motard en veste en cuir, tenant un casque de moto cabossé, a fait mine de se lever et que j'ai retrouvé l'usage de mes jambes et je me suis précipitée vers l'escalier pour essayer de trouver une place à l'étage. Oui, exactement. J'ai soudainement pris conscience que j'étais en train de grelotter. Étrangement, la température dans le train était glaciale.
Ce n'était pas la première fois que le système de chauffage dysfonctionnait, mais couplé à l'ambiance lugubre qui y régnait, cela ne faisait qu'alimenter ma peur. J'ai serré mon manteau contre moi en me tassant sur mon siège, essayant de me faire toute petite, en vain. Je voyais du coin de l'œil des personnes se retourner fréquemment pour me regarder, et dans cette cabine où tous les bruits extérieurs étaient étouffés, y compris le crissement habituellement insupportable du train sur les rails, tous les murmures étaient audibles, et j'avais l'intime conviction qu'ils parlaient de moi. J'avais l'impression d'être dans une bulle coupée du monde, ou dans un rêve, un cauchemar. Ce que j'ai vécu dans ce train, l'atmosphère qui y régnait, est indescriptible. Les quelques maigres descriptions que je vous ai faites ne représentent même pas une fraction de ce que j'ai pu y ressentir. « Pourquoi tu es là ?» Une voix de petite fille s'est élevée devant moi. J'ai levé la tête pour voir la fillette, d'à peine 5 ou 6 ans, me fixer avec des grands yeux curieux par-dessus le dossier de mon siège, oubliant ma peur l'espace d'un instant. Je lui ai adressé un petit sourire. « Je rentre chez moi, et toi ?»« Oh, la chance ! Moi, j'ai quitté ma maman et mon papa, mais je vais retrouver ma grand-mère que j'adore. C'est pas si mal. » J'ai froncé les sourcils. « Tu voyages seule ?»« Bah oui, idiote. Les gens sont toujours seuls ici, sauf ceux qui sont partis ensemble. » Elle m'a fait un grand sourire avant de se retourner et de se rasseoir sur son siège. J'étais de plus en plus confuse. Qui laisserait une gamine de 5 ans voyager toute seule en pleine nuit? Quelque chose n'allait pas. Rien n'était normal dans ce train. Au moment où j'allais lui faire part de mon incompréhension, l'homme à côté de moi, que j'avais presque oublié, a pris la parole. « Vous n'êtes pas parti définitivement, pas vrai? Vous avez encore le choix. On le remarque tout de suite à votre chaleur. » Il m'a effleuré la main. La sienne était glacée, anormalement glacée. Il a remarqué mon incompréhension grandissante et a poursuivi. « Pour tout le monde ici, c'est le dernier train, le dernier voyage, mais pas pour vous. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est que vous y êtes par erreur. Ce n'est pas votre heure. » Je n'avais pas remarqué que le silence qui s'était installé lorsque la fillette avait commencé à me parler, mais que l'homme a eu fini sa phrase. Directement, les murmures ont repris, plus forts, plus menaçants. Des froissements de tissu se faisaient entendre tout autour de moi, indiquant que les passagers bougeaient sur leur siège. Ils se rapprochaient de nous. Mon cœur s'est de nouveau emballé et la peur a lentement répandu son poison glacé à travers mes veines au fur et à mesure que je prenais conscience de la situation dans laquelle je me trouvais. Comment cela pouvait-il être possible? J'ai dégluti, essayant d'avaler la boule d'angoisse qui grossissait dans ma gorge et m'empêchait de parler, et j'ai péniblement articulé. Que me veut-il? Ils vous envient d'avoir le choix. Eux, ils ne l'ont pas eu. Ils n'ont jamais voulu être ici. Et ils veulent vous l'enlever par jalousie, pour que vous voyiez et que vous soyez comme eux. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je suis en train de rêver, n'est-ce pas? Pitié, dites-moi que c'est juste un cauchemar. Je me suis tournée vers mon voisin, osant à peine le regarder dans les yeux tellement j'étais terrifiée. « Vous aussi ?» Il eut un sourire amer. « Non, je suis là de mon plein gré. J'ai perdu ma femme et je ne souhaite qu'une chose, c'est la retrouver. » Ma peur a légèrement reculé face à la peine que j'ai instantanément ressentie pour cet homme qui n'avait plus rien à perdre. Il n'avait rien à faire là, la fillette non plus. C'était triste. Ce n'est qu'un voyage de plus. Il a repris, remarquant mon expression, un voyage qui nous attend tous, tôt ou tard.
J'ai hoché la tête, essayant de dissimuler la tristesse que son histoire m'inspirait. Vous savez comment je me suis retrouvée ici? J'étais ju- J'ai juste pris mon train habituel. Ce n'était pas votre train habituel. C'est le dernier train. Il s'arrête pour ceux qui n'ont plus l'étincelle de la vie. Je ne sais rien de votre vie, mais j'imagine qu'elle est loin d'être joyeuse. L'émotion qui m'a submergée à la suite de ces paroles est indescriptible. J'ai repensé à ma vie sans but, vide de sens. J'ai repensé à mon état d'esprit en allant à la gare, les pensées sombres qui obscurcissaient mon jugement et cette terrible lassitude qui m'aspirait toute volonté. Il n'était pas étonnant que ce train se soit arrêté pour moi. Pourtant, alors que les murmures menaçants se rapprochaient de plus en plus, j'ai pris conscience que ce que j'avais était précieux et qu'il fallait le chérir. Tous ceux qui me menaçaient donneraient n'importe quoi pour l'avoir, mais il était trop tard pour eux. La gorge nouée par l'émotion, je lui ai posé ma dernière question. Et si je veux réessayer? Ne descendez pas à notre arrêt dans ce cas. Le dernier train vous ramènera à votre gare. Tenez bon, on y est presque. C'est ça, Stella. Il avait raison. Le train commença à ralentir et les contours d'un quai se dessinaient à travers la vitre. Les autres passagers se sont immédiatement désintéressés de moi, comme si je n'existais plus. Le regard était fixé sur les vitres et différentes expressions se lisaient sur leurs visages. Peur, appréhension, fascination, curiosité. Je les ai observés alors que le train s'arrêtait et petit à petit, ils se sont tous dirigés vers la sortie, mon voisin y compris. Sur le quai, il y avait foule. J'ai vu la petite fille se jeter dans les bras d'une vieille dame qui la serrait fort contre son cœur. Mon voisin s'est lentement approché d'une femme sublime aux longs cheveux noirs et quand elle s'est retournée vers lui, son visage s'est illuminé d'une joie pure mêlée d'une pointe de tristesse. Le vieux couple que j'ai vu à mon entrée dans le train avançait main dans la main sur le quai, indifférent de ce qui les entourait. Mais d'autres passagers n'avaient personne pour les attendre. J'ai vu le jeune homme maussade se traîner le long du quai, s'effaçant petit à petit de mon regard. Il y eut beaucoup de larmes, beaucoup de joie et beaucoup de désespoir. Cette scène restera gravée à jamais en moi. Suivant les indications de mon voisin, je n'ai pas bougé de mon siège. J'étais tellement absorbée par ce qui se déroulait sous mes yeux que je n'avais plus conscience de rien, pas même des larmes qui coulaient sur mes joues. Ce n'est qu'en voyant le quai disparaître au loin que je réalisai que le train s'était remis en marche et comme l'avait prédit mon voisin, il s'est arrêté à ma gare, à la banlieue reculée. Je suis descendue sur mon quai si familier et pourtant si différent à présent et j'ai remarqué le dernier train, mon train de la deuxième chance, s'éloigner sous la nuit, sous la pluie. Je suis allée là un long moment à regarder les rails, me demandant où étaient les passagers maintenant. Puis je suis rentrée chez moi, déterminée à faire mieux. Oui, c'est ça, Stella. Euh, L'histoire du choix, c'est très intéressant aussi, parce que ça veut dire que on doit prendre conscience de certaines choses, des chances que l'on a parfois dans la vie, et que certains, malheureusement, n'ont pas eu cette chance et sont tout simplement décédés parce que c'est arrivé comme ça, et ils ne l'attendaient pas et ça fait réfléchir aussi cette histoire. Tout à fait. 22h22.
Joli signe. Est-ce que vous voulez qu'on en lise encore une? Hmm. Yes. Oui, s'il te plaît. Eh bien, on va y aller. Je voulais vous demander votre avis. Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant de remettre sur YouTube juste les histoires, pas, pas le gaming, mais que je coupe et que je fasse des petites vidéos dans lesquelles je remettrai les lives lecture, juste les moments lecture. Allez, on se plonge dans une suivante. Ah oui, si on loupe, on peut écouter. Oui, c'est ça. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais aller rechercher tous les lives où on a fait de la lecture, les scinder et faire toutes les petites vidéos de chaque live avec les lectures. Alors, la dernière, enfin la suivante, qui sera la dernière pour aujourd'hui, c'est une bonne idée. Mais je m'y mettrai. En fait, j'ai des bêtes, j'aurais dû y penser pendant ma semaine de congé. J'aurais pu déjà toutes les préparer. Là, je vais devoir aller les rechercher et toutes les scinder. Le gaming, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt et c'est pas vraiment lié à la chaîne. Mais par contre, les histoires creepy, oui, pourquoi pas. Alors, l'histoire suivante et dernière pour aujourd'hui. Ah, attendez, j'ai une crampe. J'arrête pas d'avoir des crampes, c'est horrible. Le titre, c'est Ils hantent ma maison. Ben oui, je pense même à Véro, par exemple, qui bien souvent rate une partie des lives. Elle pourrait aller voir les live histoires. Ils hantent ma maison. Je les sens. Ils sont là en permanence et ils me font de ma vie un enfer. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours vécu dans cette maison et d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai connu que le silence et la paix. Mais du jour au lendemain, tout a changé. Ils ont commencé à se manifester. Je n'ai pas tout de suite pris conscience, mais au début, ce n'était que des petites choses qui se mettaient sur le dos de mon étourderie. Une porte de placard ouverte alors que j'étais persuadée de l'avoir fermée. Un verre ou une assiette qui changeait de place, ou encore un rideau ouvert après les avoir tirés. J'étais intriguée, bien sûr, mais je vivais seule depuis tellement longtemps que je me suis dit que c'était mon esprit qui me jouait des tours. La solitude, quand on la subit, depuis autant de temps que je la subissais, on finit par grignoter notre santé mentale, lentement mais sûrement. Sans contact humain, on perd petit à petit nos repères et tous nos démons, même ceux enfouis très profondément en nous, finissent par ressurgir. Recaro, pourquoi est-ce que je m'inflige cette solitude, me demanderez-vous? Parce que je n'ai pas le choix. Le monde extérieur ne veut pas de moi. Il me fait bien comprendre ça. J'ai toujours été rejetée et maintenant j'ai peur de l'affronter. Ma maison, cette maison si chère à mon cœur que mes parents m'ont laissée, est mon seul et unique sanctuaire. Je pensais sincèrement que la solitude me plaisait. Je m'étais convaincue que c'était ce que je voulais vraiment.
Je voulais vivre la vie que je voulais, me centrer sur moi-même et avoir autant de loisirs que je le voulais, sans contrainte, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. J'y croyais au plus profond de moi-même, mais ces événements ont ébranlé toutes mes convictions. Si j'étais en train de perdre la tête, c'est que cette situation ne me convenait peut-être pas du tout. Oui, tu verras. Franchement, oui. Cela n'a fait qu'empirer. Après les portes ouvertes et les objets qui changeaient de place, il y a eu les murmures. Je les entendais à des moments aléatoires dans la journée et à chaque fois que cela arrivait, je me figeais, je me tendais l'oreille et j'essayais de discerner ce qu'ils disaient, mais c'était inaudible. Et plus le temps passait, plus je devenais fort. Les murmures diffus se sont petit à petit transformés en bribes de conversation. Une voix d'homme, une voix de femme, même d'enfant. Et je les entendais par intermittence très éloignées, comme une radio mal réglée. Les phrases sans contexte ne voulaient pas dire grand-chose pour moi. Tu ne devrais pas aller le voir avec tout ce qui se passe ici. Je n'ai pas pu. Il est absent. Mais le pire pour moi, c'était les enfants. Je les entendais courir dans la maison, riant aux éclats. Ils me terrorisaient encore plus que les voix. Un jour, j'étais dans ma chambre, tranquillement assise dans mon fauteuil préféré, en train de lire, lorsque la porte s'est soudainement ouverte avec fracas. Des bruits de course et des éclats de rire ont envahi la pièce pendant quelques secondes, avant de s'éloigner dans le couloir et disparaître. J'étais pâle comme un linge, paralysée de terreur dans mon fauteuil, essayant de toutes mes forces de me convaincre que j'avais rêvé la scène à laquelle je venais d'assister. Mais la porte grande ouverte de la chambre, et que j'avais vue sans ombre d'un doute fermée, me narguait en se balançant légèrement d'avant en arrière. « Bonsoir, Chad, comment vas-tu ?» Je pensais que rien ne pouvait être pire que ça, mais c'était sans compter l'horrible nuit que j'ai passée quelques jours plus tard. J'étais dans mon lit, lumière éteinte, rideaux tirés, presque entièrement plongé dans les ténèbres, si ce n'était le faible rayon de lune qui filtrait à travers les rideaux. Le silence était total, me berçant et me faisant lentement glisser vers le sommeil, lorsque tout à coup, j'ai entendu une voix murmurer à mon oreille. « Bonne nuit. » « Ça va bien, merci. » J'ai brutalement ouvert les yeux, pleinement alerte, pour tomber nez à nez avec un visage qui me fixait dans le noir. Quelqu'un était dans le lit avec moi. J'ai hurlé en bondissant hors du lit, atterrissant lourdement sur le plancher, et la chose sous mes draps s'est mise à hurler aussi. Sous le coup de la terreur insoutenable, j'ai complètement perdu mes moyens. Au lieu de m'enfuir, j'ai fermé les yeux, je me suis plaqué les mains contre les oreilles, priant et en me balançant d'avant en arrière, des larmes coulant sur mes joues. Je ne sais pas combien de temps je suis restée prostrée sur le sol à lutter contre la folie qui menaçait de me submerger. Mais quand j'ai eu le courage d'ouvrir les yeux, tout était redevenu normal. Le silence était de retour, il n'y avait plus personne. C'est à ce moment-là que j'ai compris. C'était mon imagination. Je ne vivais plus seule, quelque chose, ce n'était pas mon imagination. Je ne vivais pas seule, quelque chose avait envahi ma maison. Pourquoi maintenant, après toutes ces années perdues et passées dans la solitude et dans la paix? Qu'est-ce qu'il me voulait? Cherchait-il à me faire du mal? J'ai de nouveau été submergée par la terreur et l'angoisse de cette pensée. Je ne voulais pas qu'il me fasse du mal. Je voulais juste vivre tranquillement, chez moi. Qu'est-ce que j'étais supposée faire? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer et de mettre de l'ordre dans mes idées. Je ne pouvais pas aller chercher de l'aide, il m'était impossible de sortir, le monde extérieur me terrifiait.
La seule solution qui me venait à l'esprit était de faire profil bas, serrer les dents et subir ces phénomènes sans broncher pour qu'ils ne me remarquent pas. Dieu seul savait ce qu'ils étaient capables de me faire et je ne tenais pas à le découvrir. Peut-être qu'avec le temps, ils disparaîtraient et que tout redeviendrait comme avant. Je me suis donc accrochée à cet espoir de toutes mes forces. Si seulement j'avais su à quel point les choses allaient mal tourner. Les jours suivants, j'ai vécu comme un animal apeuré dans ma propre maison. Je marchais sur la pointe des pieds, essayant de me faire oublier, mais en vain. Les phénomènes, au lieu de s'estomper comme je l'avais espéré, amplifiaient. Les portes s'ouvraient et se fermaient constamment, les placards de la cuisine aussi. Les objets changeaient de place et certains se cassaient avec fracas épouvantable. Les bruits de pas que je n'entendais que ponctuellement étaient devenus réguliers, passant parfois juste à côté de moi. Je les sentais me frôler, provoquant des frissons glacés et une terreur indescriptible à leur passage. Les bribes de conversation sont devenues des conversations complètes, comme s'ils étaient dans la pièce avec moi. Mais je ne voyais personne. Je refusais d'écouter tout ce qu'ils me disaient. Tout ce que je voulais, c'est nier leur existence, mais je n'y arrivais pas. Leur présence était désormais trop forte, écrasante. Je sentais la fine barrière séparant nos deux mondes se plier, prête à céder à la moindre secousse. Et au milieu de ce cauchemar, tout ce que je pouvais faire était de me terrer dans un coin de ma maison, mes genoux serrés contre moi, suppliant de tout arrêter. J'étais au bord du désespoir et de la folie, déchirée entre la terreur que me provoquaient ces phénomènes et ma peur insurmontable de sortir pour m'enfuir. Mais le pire était à venir. Au fil des jours, j'ai commencé à les apercevoir, des silhouettes noires éthérées qui déambulaient dans ma maison, profanant mon sanctuaire, mon intimité. Le point de non-retour avait été atteint. Il était temps de faire quelque chose. Si je voulais garder ma maison et la paix qui y régnait, il y a quelques jours encore à peine, je devais prendre mon courage à deux mains et chasser ces intrus une bonne fois pour toutes. Se cacher n'était plus une solution. Cela n'a jamais d'ailleurs été une solution. Forte de cette conviction et poussée en avant par un courage dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence, je me suis dirigée vers la cuisine. Sur le plan de travail était posé un couteau que je n'avais jamais sorti. On aurait dit qu'il m'attendait. Cela n'a pas renforcé ma détermination. Je l'ai saisi et je suis sortie dans le couloir, là où une silhouette éthérée venait de passer. Je lui suivis jusqu'au salon, là où d'autres silhouettes se trouvaient, deux grandes et deux petites. En les voyant, tout ce qu'ils m'ont fait subir ces derniers temps m'est revenu en mémoire et m'a submergé de rage. J'ai lancé le couteau vers la silhouette la plus proche, suivi par des objets que je pouvais saisir avec toute la force dont j'étais capable en hurlant et en leur disant de partir et de me laisser tranquille. Le remue-ménage qui a suivi m'a rempli d'un mélange de satisfaction et de peur. Toutes les ombres se sont mises à hurler également, des hurlements lointains, distordus, et en quelques minutes, elles ont traversé la pièce et ont disparu dans le couloir. J'ai entendu leur bruit de pas s'éloigner et la porte claquer. J'avais réussi. Ils sont partis. Les jambes tremblantes, je me suis laissée glisser au sol et je suis restée un long moment dans cette position, la tête baissée, savourant ma victoire et le retour du calme et de la paix. La peur me quittant petit à petit. Je ne sais pas combien de temps je suis restée perdue dans mes pensées, mais quand j'ai relevé la tête, une nouvelle silhouette se tenait devant moi.
J'ai sursauté et j'ai reculé aussi loin que je le pouvais. Mais je sentais au fond de moi que cette ombre était différente. Elle était entourée d'un halo de lumière pâle et ne dégageait aucune menace. Quand elle a pris la parole, sa voix n'était que bienveillance. Tu dois lâcher prise. C'est leur maison. Tu n'as plus à être ici. La mort est très difficile à accepter, mais ce n'est que le commencement. Une autre aventure t'attend. La culpabilité et la honte enfouies au plus profond de moi-même m'a submergée. Depuis mon accident, je m'étais raccrochée de toute ma volonté à ce simulacre de vie. Je n'avais vraiment rien compris de ce qui s'était passé, à part le fait que j'étais tombée dans les escaliers et que ma nuque s'était brisée pendant la chute. Je me suis vue allongée par terre, le cou tordu, seule et oubliée. Et quand ils sont enfin venus chercher mon corps, après des jours et des jours, je ne les ai pas suivis. Je suis restée là, dans cette maison si chère à mon cœur, et que j'ai essayé de continuer ma vie. Mais je me berçais d'illusions. Je n'ai pas de vie. Je ne suis même pas vivante. Et à un moment ou à un autre, je vais devoir affronter ce qui m'attendait à l'extérieur. C'est une charmante maison de famille. C'est une charmante famille, un jeune couple, deux enfants en bas âge. Ils viennent d'acheter la maison et ils n'aspirent qu'à mener une vie tranquille. Ils en prendront grand soin, je te promets. Tu ne peux pas partir l'esprit tranquille. Non, tu peux partir l'esprit tranquille. Au fur et à mesure de ces paroles, la silhouette se précisait. Et en me concentrant, l'ombre floue laissait place à un vieil homme avec des vêtements religieux, un prêtre. C'est peut-être tout ce que j'attendais, qu'on me dise au revoir. Un grand vide m'a envahi alors que le prêtre récitait des prières. Il était temps. Je me suis levée et je me suis dirigée vers la porte d'entrée, cette porte tant redoutée. Je l'ai ouverte et j'ai fait un pas à l'extérieur. Oui, le lâcher-prise, mais pas que ça. Euh, Ce qui est très, très impressionnant dans cette histoire, c'est que en fait, elle pense que sa maison est hantée, sauf que c'est elle qui hante sa propre maison et qui reste coincée dans sa propre maison. Et ce qu'elle est en train de faire, de vouloir chasser ce qu'elle croit être des fantômes, eh bien, ce sont des êtres humains. Et du coup, ça nous permet un peu de comprendre ce que un défunt peut ressentir par rapport à des êtres vivants. Et c'est pour ça que, comme le dit Caro, les emprises, c'est pour ça que, il y a le bruit qu'elle voit, qu'elle entend, les paroles qu'elle entend, etc. Ce sont les humains qui vivent. Les enfants, ce sont les enfants qui jouent dans leur maison, puisqu'ils ont acheté leur maison. Et elle, elle veut chasser, sauf que c'est pas elle qui est vivante. Elle est décédée et elle doit prendre conscience qu'elle est décédée pour pouvoir partir en paix. Et, euh, et c'est ça la moralité de cette histoire qui est très intéressante, je trouve, parce que justement, on n'a pas la place dans cette histoire de l'être vivant, on a la place de l'être décédé, tout simplement. Mon Dieu, je suis en train de regarder derrière moi, qui fait sombre. J'ai rien allumé du tout, il faisait beaucoup trop chaud, beaucoup trop lourd. Et du coup, j'ai oublié d'allumer mes petites lampes parce qu'il faisait jour. Et regardez-moi ça comme il fait noir derrière moi.
Donc voilà. Mais je ferai le montage. Je commencerai par celle-ci. Faut comprendre et poursuivre son chemin après la mort. Oui, c'est ça. Mais certains restent coincés et ne comprennent pas. Et c'est justement pour ça qu'ils deviennent après des âmes errantes ou perdues, tout simplement. Ou ils restent rattachés à un lieu. Et je trouvais que cette histoire était extrêmement percutante parce que on n'a pas la place de l'être vivant dans le cas de figure, mais on a la place de l'invisible. Oui, ou ils le savent, mais ils ne veulent pas le comprendre et l'accepter, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, ce fut bien agréable ces histoires, je trouve. C'est vraiment bizarre sa version quand même. Bah oui, c'est bizarre dans le sens où tu es à la place du défunt, tu n'es pas à la place de l'être vivant. Et c'est ça toute la différence justement. Et c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve. Avec plaisir. Avec plaisir de vous avoir lu ces petites histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. On va faire le raid. Je ne sais pas. Attendez, je regarde qui c'est qui est en ton live. Ah, ben il y a une jeune fille qui est en live qui fait du dessin. On va aller chez elle. Elle fait de l'art. Et si mes souvenirs sont bons, c'est Chris qui la connaît. Elle commence dans le dessin. Enfin, non, elle commence pas dans le dessin, mais elle commence dans le streaming. Elle fait des choses toutes chill. Elle est toute gentille et tout. Euh, c'est Kanage Art. Non, Simia, il n'est pas en live. Simia a terminé. On va aller chez elle. Je tape d'abord le live, enfin le raid, et je vous fais passer sur l'écran de fin. Oui, c'est ça. Mais tantôt, il était sur Twitch parce qu'il est venu voir, il est passé me dépanner. Parce que Waouh avait un souci, donc il est passé et tout avant, mais il avait dit qu'il allait sur Discord. Et je lui avais laissé l'heure pendant son live, et de fait, il est plus en live. Donc, on va aller chez Kanaki Art. Ça va plaire à Caro, du coup, parce que c'est du dessin. Et je compte sur vous pour lui faire plein, enfin des messages et tout, même si on n'est pas nombreux, qu'on est neuf, ça lui fera super plaisir. Je vous passe sur l'écran de fin et je vous dis à vendredi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous fais plein de gros bisous et à vendredi.